Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Bernard Michel. Oui, bonsoir Sophie et bonsoir à tout le monde. Nous sommes là pour ta conférence sur savez-vous que votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Tu vas nous faire une belle conférence d'une heure environ. Ensuite, nous aurons les questions-réponses. Donc moi je suis Sophie Alès pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et je vais prendre vos questions et gérer le chat. Donc ça passera par moi et je poserai les questions à Bernard Michel ensuite à la fin de sa conférence pour vous. Alors, à propos du chat, je voudrais vous poser une question. On va faire une petite devinette euh, amusante et on peut constater quelles sont les personnes qui, véritablement, prennent connaissance du mail qu'on leur envoie. Ainsi, avez-vous constaté une différence très, très simple, très agréable entre le premier mail que vous avez reçu et les autres mails qu'on vous a envoyés? Alors, si oui, alors c'est formidable, parce que vous venez de prendre conscience de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je dois vous dire que c'est le prochain sujet de mon webinaire. C'est le cerveau et l'intelligence artificielle, qui n'a d'ailleurs d'intelligence que le mot. Alors, en fait, c'est un logiciel tout simple que nous avons tant expérimenté pour voir quelles étaient les différences. Alors, elle est très, très significative. Elle est simple. Ils ont le logiciel qui s'appelle le GPT est, comment dirais-je, à respecter intégralement les textes qui lui sont parvenus. Mais par contre, il a changé quelques mots et qui ont vraiment, je peux te dire, Sophie, fait la différence. Pour que moi j'ai accepté cela, il a fallu quand même qu'il y ait une belle différence. Une belle. Alors, j'ai utilisé le terme différence. Quelle est la différence entre le réel et la réalité? C'est une question qui n'est pas simple, ça, hein, contrairement à ce que vous pourriez croire. Eh bien, il a transformé la question en disant quelle est la distinction entre le réel et la réalité. Et quand on regarde dans le dictionnaire de l'Académie française le terme différence et le terme distinction, eh bien c'est vraiment le sens que je voulais donner à la question. Tu veux dire que Bernard, entre le premier mail que vous avez envoyé Oui, et le dernier mail, vous oui, avez utilisé ChatGPT c'est pour vrai. retravailler le texte? Waouh! Et surtout, alors attends Sophie, ce qui est important, c'est que si Julia m'avait dit c'est un logiciel qui fait partie de l'intelligence artificielle, j'aurais dit non. Hein. Elle m'a rien dit. Elle m'a simplement demandé si moi je voyais une différence entre deux textes. Et je lui ai dit oui, en effet, je vois une différence. Alors ça, c'est le texte que toi tu as écrit, oui, et ça c'est le texte qui a été corrigé. Non pas corrigé, rectifié. Ils ont gardé exactement les mêmes, la même structure de phrase.
Ils ont simplement changé un mot ici, un mot là. Et ces mots-là, ils font toute la différence. Alors je dois dire que ça m'a donné l'idée. Pour le prochain webinaire, je vous y invite tous, et encore plus que tous, c'est-à-dire faites-le connaître autour de vous le plus possible. Le prochain webinaire, ça va être sur votre cerveau face à l'intelligence artificielle. On va en parler tout de même un peu aujourd'hui à propos de ce monde dans lequel nous entrons, qui est une révolution qui se fonde sur la communication et l'information. Et vous allez découvrir au cours de cette conférence que votre cerveau réagit très mal. Donc il réagit très mal face à l'intelligence artificielle. Bien, nous approfondirons ce sujet ensemble. Alors, commençons la conférence. Je vais faire en sorte que, j'allais dire, je vais programmer mon cerveau. Je vous dis tout de suite, un cerveau, ça ne se programme pas. Je sais que tous, autant que vous êtes très assidus sur les vidéos YouTube, sur les propositions de masterclass, des conférences qu'on peut vous proposer, et vous avez énormément de communicants et qui sont probablement sincères, hein, je vous le dis tout de suite, mais qui font une confusion entre un cerveau qui est un organisme vivant et un ordinateur qui se programme, que l'on peut déprogrammer et que l'on peut reprogrammer. Un cerveau ne se programme pas. Un cerveau ne se déprogramme pas quand nous sommes face à une réalité, non, pardon, un réel difficile. Ainsi, si vous croyez, je suis face à un réel difficile, c'est le problème de notre vie courante. C'est notre monde extérieur. Je suis face à un problème très difficile. Alors, ce que je peux dire, c'est que là, on est dans une situation qui va être confrontée, où notre cerveau va être confronté au réel. Il ne se programme pas, il ne se déprogramme pas, on ne reprogramme pas du positif quand on est dans une situation dite négative, dite négative. Qu'est-ce que c'est que le positif et le négatif? On pourra en reparler probablement dans le cours de la conférence. Alors d'abord, si on commençait par le commencement, puisque le sujet, Sophie, s'est un tout petit peu égaré dans le sujet, car le sujet, c'est comment votre cerveau réagit face à la réalité. J'aurais dû l'appeler face au réel. Alors, si vous voulez bien, je vais vous inviter à faire une visite guidée. Suivez le guide. Je vais vous faire visiter le cerveau humain vu par BMB. Alors, j'ai une grande expérience de cet ensemble organique. Ça m'a fait penser à quelque chose, Sophie, tiens. Ça m'a fait penser à la rencontre avec Jung. Eh oui, chers amis, j'ai rencontré en personne l'illustre médecin de l'esprit, Carl Gustav Jung, dont tout le monde parle aujourd'hui. Hein. Je crois que parmi vous, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Peut-être que je vous connais, peut-être que je vous ai vu. Mais ce que je peux vous dire,
c'est qu'en effet, on va être complètement, comment dirais-je, assailli par les propositions concernant le cerveau. Alors, je vais vous faire visiter un cerveau. Qu'est-ce que c'est qu'un cerveau? Alors, je vous disais, c'est à propos du cerveau que Jung m'avait reçu pendant un après-midi entier, il y a, chers amis, bientôt 63 ans. Au mois d'avril, le 17 avril, il y aura 63 ans que le jeune homme qui est en face de vous a été reçu par l'illustre médecin de l'esprit. C'était tout à fait inattendu et c'était imprévu, je peux vous le dire. Alors, qu'est-ce que Jung m'a dit? On va dire ça à propos du cerveau. Ça va peut-être vous bousculer un petit peu vos idées toutes faites. En effet, prenez Internet et vous avez des conférences sur le cerveau, mais tous les jours. Hein. Entraînez votre cerveau, nettoyez votre cerveau, faites travailler votre cerveau, enfin, j'en passe. Jung m'avait demandé, je me souviens, parlez-moi un peu de vos croyances. Je lui avais dit, je me souviens. J'ai 81 ans, hein. Je me souviens très bien. Il m'a dit, donc quelles sont vos croyances? Et je lui ai dit, bien écoutez, mes croyances, c'est la religion. Je suis très intéressé par tout ce qui est religieux, par tout ce qui est la philosophie, la métaphysique. Je me rappelle qu'il m'avait fait et puis également la spiritualité en général. Et voyez-vous, je peux vous dire que je suis très heureux de faire les études que je fais, puisque j'étais étudiant en médecine, j'étais en 2e année, et je suis très heureux de faire les études que je fais, parce que ça me permettra de mieux comprendre le fonctionnement de mon cerveau pour répondre à mes très nombreuses questions. Jung me dit, voyez-vous, soyez un peu moins concerné par l'organicité. Déplacez votre intérêt que vous avez pour le cerveau pour la vie spirituelle. Ainsi, vous aurez beaucoup plus de réponses à vos questions. Merci, Dr Jung. Il y a 63 ans. Alors, je vais vous faire visiter un cerveau humain. Pour cela, on a réalisé un slide qui va être un ou une slide. Je ne sais pas si ça, je ne connais pas bien l'orthographe de ce mot, si c'est féminin ou masculin. Ainsi, j'ai demandé à ce que me soit préparé un slide qui soit suffisamment simple pour que chacun et chacune d'entre vous puisse suivre une visite guidée par un guide émérite, BMB. Alors, commençons par entrer dans le vif du sujet. Voilà notre cerveau. Superbe, parfait, ça fonctionne très bien. Oh, voici, c'est bien sûr
une représentation informatique. Là, voyez l'intérêt de l'intelligence artificielle. Parce que vous ne pourriez jamais photographier en direct un cerveau comme cela. D'ailleurs, personne ni ne filme, ni ne photographie un cerveau, pas même avec les fameuses IRM. Ce sont que des reproductions mathématiques informatiques. Alors, voici comment se présente un cerveau. Ici, vous avez, qu'est-ce que c'est qu'un cerveau? Un cerveau, c'est une machine qui est d'une extrême complexité. Alors ça peut vous choquer que d'entendre dans ma bouche, alors que Jung a parlé de vie spirituelle et qu'il fallait que je m'intéresse un peu moins au cerveau, ce que j'ai fait, soyez-en sûrs. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose, le cerveau, c'est une machine. Mais vous allez trouver sur Internet ce que j'ai dit en 1976 lors d'une émission de radio sur France Culture. En effet, j'ai répondu à celui qui me posait la question, Michel Randon, qui était le producteur d'une très importante émission sur France Culture. Il m'avait demandé si pour moi, le cerveau était une machine. En effet, on disait déjà en 1976 que le cerveau était une machine. Et je vais un petit peu, comment dirais-je, interpeller toutes les personnes qui étaient présentes dans le studio, puisque je vais dire oui, pour moi, le cerveau est une machine. Imaginez un peu la consternation. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Mais ce n'est pas une machine. Alors là, ils se sont de nouveau figés. Ce n'est pas une machine, me dit Michel Randon. Non, ce n'est pas une machine parce que elle fait partie, cette machine, du vivant. Mais elle fonctionne comme une machine. Par contre, elle ne fonctionne pas du tout, cette formidable machine, comme un ordinateur. Mais il faut que vous oubliez, mais alors complètement. Ça n'a rien à voir avec l'ordinateur. Alors, comment se forme un cerveau? Il se forme en moins de 6 mois nous allons voir, sur 4 étages. Or, nous allons avoir, avec le cerveau humain, une construction en 5 étages. Je vais déjà commencer par vous dire, oubliez tout ce qu'on vous a dit à propos du cerveau tripartite, c'est-à-dire cerveau reptilien, cerveau limbique et cerveau cortical. C'est totalement une ineptie scientifique. Pourquoi c'est une ineptie scientifique? Eh bien, vous allez le comprendre pourquoi. Parce que le cerveau humain, d'abord, il va avoir un plan créateur et constructeur. Ainsi, au moment de la conception, il va y avoir une cellule que l'on appelle un neuroblaste. De ce neuroblaste vont naître les fameux neurones. À raison, tenez-vous bien, au moment de la conception, à partir du 21e jour, entre 8000 et 9000 neurones vont naître par seconde. Ce cerveau, est-ce que vous voyez ma flèche? Oui, on voit ta flèche. Très bien. Alors, ce cerveau va, en réalité, si le cerveau reptilien
limbique et cortical était une réalité scientifique, le cerveau se construirait sur 3 étages. Ainsi, regardez bien, ce que on appelle dans le milieu du coaching, c'est très connu, cette triple encéphalité est très connue et très utilisée dans le monde du coaching et de l'entreprise. Ainsi, regardez bien ma flèche. On va commencer par, si on était dans cette tripartition cérébrale, on aurait d'abord le tronc cérébral se construirait en premier, puis ensuite, regardez bien ma flèche, le système limbique, centre encéphalique, et ensuite le système cortical. Eh bien, ça ne se fait pas du tout comme ça. En effet, le cerveau se construit d'un seul tenant. Il se construit à partir des éléments constructeurs qu'on appelle les neurones. Pour la création du cerveau, ce sont les neurones qui sont les éléments constructeurs. Ainsi, nous avons une construction, regardez bien ma flèche, entière, en 5 mois et demi à peu près, tout ça s'est construit. Alors, vous avez d'abord, on va oublier le cerveau reptilien, car c'est un neuromythe. Le cerveau humain n'a rien du tout d'un reptile. Sinon que vous avez quand même parmi les êtres humains des crocodiles qui s'ignorent. Hein. Alors, ici, vous allez avoir le tronc cérébral, c'est-à-dire, vous avez d'abord la moelle épinière, avant que le cerveau se construise, c'est la moelle épinière qui a été créée. Et c'est à partir de la moelle épinière que se sont formés 5 bourrelets. En réalité, 3 grands bourrelets, d'où de ce neuromythe qui est très, très, très en vogue dans le milieu du coaching et dans certains milieux de psychothérapie également. Autrement dit, c'est totalement faux, car le cerveau est un édifice qui s'est construit en moins de 6 mois sur 5 étages. Alors le premier étage, c'est le prolongement de la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle la moelle allongée. C'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral est formé de 3 parties. Une partie qui est connectée à la moelle épinière, une partie centrale et une partie qui va être beaucoup... Est-ce que vous voyez ma flèche? Oui, on la voit, Sophie? Oui, on voit tout à fait ta flèche. Voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle le mésencéphale. Alors, c'est une partie très importante du cerveau, puisque c'est la région qui va produire la fameuse dopamine. Vous avez tous entendu parler, probablement, de cette neurohormone, qui est la neurohormone du plaisir, de la récompense, et c'est celle qui est victime des addictions. Ainsi, tout ce qui est dopamine est produit par le cerveau dans cette région ici. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec un reptile, que le tronc cérébral est derrière le tronc cérébral se trouve un mini-cerveau dont on connaît très très mal le fonctionnement et surtout le rôle. C'est le cervelet. On a même été jusqu'à penser que le cervelet pouvait avoir une action réelle sur le cerveau dans les changements d'état de conscience dont nous allons parler au cours de la conférence. Alors ici, vous avez 5 étages.
Le premier étage, c'est le tronc cérébral. Derrière se trouve le cervelet. Ensuite, vous avez le deuxième étage qui va nous donner accès au limbique centrencéphalique. C'est ce qu'on appelle, et vous le connaissez très très bien, vous connaissez très bien cette région, c'est l'hypothalamus. C'est la commande centrale de la régulation du cerveau. Et l'hypothalamus, qui se trouve ici, voilà, vous voyez à peu près? Vous voyez la flèche? On voit la flèche, Bernard. Voilà. Donc en voyant la flèche, l'hypothalamus, c'est une petite glande très complexe et qui se trouve dans le prolongement nasal derrière l'hypophyse. Donc il a un rôle très important, c'est le chef de file, c'est le chef d'orchestre de toute l'activité hormonale de votre corps et l'activité neuro-hormonale de votre cerveau. Le deuxième étage, il est grand comme un timbre-poste, au centre duquel se trouve cette minuscule glande de la grosseur d'une noisette, l'hypothalamus. Cette région que vous voyez ici, qui est une région qui s'appelle le relais hypothalamique. Alors c'est toute la région hypothalamique qui correspond au deuxième étage de votre cerveau. Le troisième étage, c'est ce qu'on appelle le système limbique centrencéphalique. Vous voyez ici, cette lumière incandescente ici, là, eh bien, c'est le centre de ce système limbique centrencéphalique. Alors, l'être humain n'a pas seulement qu'un système mammélien, c'est-à-dire qui est identique aux mammifères. Il a quelque chose de plus, puisqu'il a un système limbique centrencéphalique. Autrement dit, vous avez une partie centrale très importante dans le cerveau. Je ne vous fais pas un cours de neurobiologie, je vous rassure tout de suite. Le système limbique centrencéphalique est le troisième étage du cerveau. Le quatrième étage, vous le connaissez tous. Vous en parlez continuellement, surtout les coachs, les psychothérapeutes. C'est les hémisphères du cerveau. Les fameux hémisphères gauche et droit du cerveau dont on nous rassasie continuellement en parlant de cerveau gauche et cerveau droit, qui là aussi est un neuromythe, puisque ce n'est pas du tout son fonctionnement. Ici, vous avez les deux hémisphères, dans lesquels vous trouvez tous les lobes cérébraux. Et à l'extrémité des hémisphères, vous avez une particularité, une spécificité humaine qu'on appelle le cortex préfrontal. En effet, le cortex préfrontal est cette avancée frontale. Tenez, je vous propose de toucher votre front. Allez-y, tapez sur votre front. Vous pouvez constater qu'il y a comme une avancée pointue. Eh bien, c'est le cortex préfrontal. Ici, on le voit d'ailleurs, c'est une très importante avancée. Alors, le cortex préfrontal est le cinquième étage de l'édifice cérébral. C'est un vrai édifice. Alors, ce cortex préfrontal, il met entre 25 et 30 années à se finaliser.
Vous m'entendez bien? Alors, c'est la région la plus importante de votre cerveau. Quand vous écoutez les conférences sur les neurosciences, on a l'impression que c'est une découverte récente des neurosciences. En effet, le cortex préfrontal est la région du cerveau la plus étudiée au monde aujourd'hui. Or, il faut que vous sachiez que de nombreuses régions de votre cerveau sont des découvertes du 19e siècle. Et le cortex préfrontal a été découvert tout à fait fortuitement, on pourrait dire par synchronicité, tout à fait accidentellement, à l'université allemande de Heidelberg en 1890. Ça a été refusé par les sciences du cerveau jusque pratiquement à la limite des années 2000. Alors ce cortex préfrontal, il est la plus puissante région de votre cerveau. Vous allez le retrouver quand nous parlerons des états et des niveaux de conscience. En effet, votre cortex préfrontal, c'est la région de votre cerveau qui se trouve juste derrière votre front. C'est cette avancée frontale qui a été confondue pendant presque 100 ans avec ce qu'on appelle le cortex frontal. Ainsi, le cortex frontal, de voilà, vous voyez la flèche? Le cortex frontal, il est très important. Mais cette petite avancée frontale est à la fois dépendant du cortex frontal, qui est très important. Il faut savoir que c'est dans le fond du cerveau, dans le cortex frontal, que se trouvent les régions, comment dirais-je, oui, les fonctions les plus importantes du cerveau. En effet, c'est dans cette profondeur temporale et frontale que nous allons trouver ce qu'on appelle les amygdales cérébrales, que vous connaissez bien. Parce que lorsque ces amygdales s'activent, les amygdales, les amygdales se trouvent ici, dans la 5e circonvolution temporale. Alors, temporale, c'est là. Voilà. Les tempes, évidemment, vous connaissez très bien. Alors, le cortex préfrontal est le chef d'orchestre de tout votre cerveau. Si vous agissez sur votre cortex préfrontal, ce que je vais vous proposer dans la méthode que j'ai conçue, qui s'appelle la méthode 100 à 1, eh bien, vous agissez à partir du fonctionnement de ce cortex préfrontal. Alors, c'est le chef d'orchestre. Retenez bien cela, de tout ce qui est les fonctions conscientes. Nous allons les retrouver dans le cerveau. Les fonctions subconscientes, qui sont en partie conscientes, mais en partie tournées vers l'inconscient. Ainsi, le cortex préfrontal va commander à tout l'ensemble de votre cerveau, toutes les fonctions conscientes, subconscientes, entre conscient et inconscient, et enfin, inconscientes. Il faut savoir que les fonctions conscientes de votre cerveau, à cause du travail en profondeur de votre cortex préfrontal, ne correspondent qu'à 5% de l'activité psychique
de l'ensemble de votre cerveau. Vous n'êtes conscient que de 5% de cette puissante activité. Alors, votre cortex préfrontal, souvenez-vous, c'est le 5e et dernier étage de votre cerveau. Voilà, on a terminé la visite parce que le 5e étage, il a mis entre 25 et 30 années à se terminer. Alors ceci vous dit que quand on vous raconte que le cerveau a cessé son évolution à la sortie de la petite enfance, ça a été dit il n'y a encore pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, c'était encore très courant que l'on entende ça dans les conférences. Eh bien non, pas du tout. Un cerveau met entre 25 et 30 années à finir de se construire. Et il continue à évoluer, à se transformer, tout au cours de votre existence, jusqu'à un âge le plus avancé, jusqu'à la fin de la vie. Par contre, vous avez tous entendu parler de la neuroplasticité. Eh bien, cette neuroplasticité, c'est la transformation de votre cerveau, c'est l'expansion de toute l'activité neuronale. Et c'est le cortex préfrontal qui en est le maître d'œuvre. Or, il faut savoir que si vous avez une attitude positive, juste envers la vie, alors votre cerveau continue à évoluer. Mais si vous êtes dans un stress permanent, continu, si vous êtes dans un état de tension nerveuse permanent, si vous êtes dans le déni de votre état intérieur, on va revenir tout à l'heure sur ce sujet, eh bien dites-vous bien une chose et dites-le vous bien. Retenez ça ce soir, que vous allez avoir non pas une expansion cérébrale, mais une rétraction. Les neurosciences se sont attribuées cette découverte de la neuroplasticité. Eh bien, il faut que vous sachiez que cette découverte a été faite en 1890 à la faculté de médecine d'Harvard, mais a été entérinée parce que ça posait un gros problème. Et ça a posé des problèmes de conscience. Donc, ce qui fait que naturellement, les sciences du cerveau l'ont mis de côté, l'ont mis dans une sorte de déni. Ça a été dans des dossiers poussiéreux de bibliothèque jusqu'au jour où, en 1998, tout à fait fortuitement, on va tomber sur un dossier poussiéreux à la faculté de médecine d'Harvard et on va découvrir la neuroplasticité. Mais n'oubliez pas que la neuroplasticité est toujours accompagnée de la neurorétraction. Alors, à vous de choisir. Si vous avez une vie juste, si vous avez un état d'esprit qui est bon, si vous cultivez des pensées agréables, des pensées désirables, alors dites-vous bien que votre cerveau est en expansion. Mais par contre, si vous êtes au contraire dans un refus, dans un déni de votre état intérieur, alors c'est une rétraction du cerveau. Ceci vous est dit ce soir, et je suis très surpris de voir qu'on parle partout de la neuroplasticité et jamais de la neurorétraction. Alors, avant de quitter le cerveau, je voudrais vous poser une question. Quelle distinction faites-vous entre le réel et la réalité?
Alors, le terme même, les deux termes, entraînent une confusion permanente. En effet, le réel, qu'est-ce que c'est que le réel? Et qu'est-ce que c'est que la réalité? Sophie, est-ce que cela va? Est-ce que c'est clair ce C'est que je suis en train de dire? c'est très très clair. On attend impatiemment. Alors, si vous êtes impatient, moi je suis très patient. Alors, on va se dire, et, et comment le cerveau, quel est son rôle dans, dans ce réel et dans la, comment dirais-je, dans tout ce qui va être la réalité. Mm. Car, en effet, la réalité et le réel, ce n'est pas, mais du tout, la même chose. En effet, qu'est-ce que c'est que le réel? Ah. Alors, tiens, ça vous va? J'espère que ça ne vous fatigue pas trop d'avoir cette tête devant vous. Non, on a la tienne et celle de ton slide. Et Non, les personnes disent que c'est très clair. Merci Marie d'avoir voilà et que c'est passionnant. alors, on va donc aborder maintenant la notion du réel. Alors, qu'est-ce que c'est que le réel? Ah, posez-vous la question. Connaissez-vous la différence entre le réel et la réalité? Eh bien, vous savez, je crois que quand on pose cette question, et même à des gens très autorisés, je l'ai fait dans des formations de médecins, de psychologues, eh bien, ils sont incapables de discerner, de distinguer le réel de la réalité. Pour eux, c'est la même chose. Si vous regardez dans le dictionnaire, mais il n'y a pas de distinction. Réel et réalité, ce sont deux, pour eux, alors ils disent que ce ne sont pas des synonymes, ah quand même. Alors qu'est-ce que c'est que le réel? C'est ce qui existe dans le monde extérieur. Ah et non. Alors qu'est-ce qui existe dans le monde extérieur? Ben, vous, d'abord. La personne. Pour les psychologues et pour les neuroscientifiques, là, comment dirais, on parle du sujet. En fait, on dit que c'est le sujet, alors que la science de l'esprit, du corps et du cerveau, que je cherche à vous faire découvrir ce soir, car c'est une science qui est quasiment inconnue. Elle s'appelle la science de l'esprit, du corps et du cerveau, la neuroscience, en deux mots, et qui date de 1890 à la faculté de médecine d'Harvard, en même temps qu'a été découvert la neuroplasticité. Alors, qu'est-ce que c'est que le réel? C'est ce qui existe dans le monde extérieur. Alors, nous avons conscience du réel. Regardez bien, voilà 3 domaines dans lesquels le réel va avoir une place prépondérante. La santé. En effet, quand nous sommes malades, la santé va faire partie du réel. C'est pas autre chose que ce qui se passe dans le monde extérieur. En effet, les symptômes font partie du monde extérieur. Et nous avons une certaine conscience du réel.
Qu'est-ce que c'est que la conscience du réel? Mais d'abord, il faudrait peut-être parler de ce qu'est la conscience. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie, hein? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce La que la conscience. conscience? Alors, la conscience, vous avez des quantités de définitions, ça ne se définit pas. La conscience, pour la plupart des scientifiques, c'est une production du cerveau. C'est une capacité cognitive qui serait produite par l'interaction de nos 100 milliards de neurones. Si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai trouvé sur un site récemment, et qui n'est pas des moindres. C'est le plus grand site européen des neurosciences. Qu'est-ce que nous disent les neurosciences cognitives? Elles nous disent que, en effet, le cerveau, c'est une gigantesque toile, comment dirais-je, c'est un ensemble tentaculaire de 100 milliards de neurones, de 1000 milliards d'interconnexions et de synapses. Mais le postulat des neurosciences cognitives qui nous viennent des États-Unis nous dit que ce sont les neurones qui produisent les capacités cognitives. Je n'ai aucun moyen d'aller dire que ce n'est pas. Je n'ai non plus aucun moyen pour dire que c'est la réalité. Oh, vous avez vu? On vient de passer du mot réel au mot réalité. Alors, on peut dire que nous avons la conscience du réel, puisque le réel, c'est ce qui existe dans le monde extérieur. La santé, le travail, la famille, la vie sentimentale, la vie conjugale, la vie sociale, tout ça, c'est du domaine du monde extérieur. Alors nous avons conscience, pour les psychologues, ils disent que c'est le sujet qui est conscient. Alors que le scientifique que je suis dit non, pour moi, c'est pas le sujet, c'est la personne qui est consciente. Ainsi, nous avons une activité consciente et pensante par rapport au réel. On va continuer tranquillement. Et la situation politique? La situation politique qui va aller de pair avec la situation économique, la situation sociale, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, toutes les manifestations, la violence, ça fait partie du monde extérieur. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle le réel. Nous avons aussi, regardez bien, ce monde dans lequel nous sommes entrés, un monde dans lequel le cerveau se perturbe très vite. Le cerveau se sature extrêmement vite et il se met en dysfonctionnement quand vous êtes dans ce monde de communication, d'information, les médias, et surtout alors tout ce qui est vidéo et tout ce qui est Internet. Enfin, tout ce qui est les appareils électroniques qui nous permettent la communication et l'information. Est-ce que c'est clair, cela, par rapport au réel? Alors ça semble très clair. Je vais attendre les réactions sur le chat, mais il y a déjà Sylvana qui dit que c'est très clair. N'hésitez surtout pas à me mettre vos commentaires. Alors, maintenant, et vos questions. J'allais demander les questions après, quand ce sera un peu plus développé, la conférence, mais ok, merci. Alors, et si on parlait de la réalité?
Alors la réalité, eh bien, étonnamment, si le réel fait partie du monde extérieur, la réalité, eh bien, ne fait pas partie du monde extérieur. Mais qu'est-ce que c'est que le monde extérieur? Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et la réalité, c'est un monde qui nous est intérieur. Nous aurons l'occasion de développer un petit peu plus ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité? Oh, dis donc, on a une grosse flèche là. D'abord, la réalité est uniquement personnelle. Donc c'est la personne qui va être face à la réalité. Alors qu'est-ce que c'est que la réalité? Regardez bien. Vous avez deux termes qui apparaissent, vous les voyez bien, Sophie? Imaginaire et croyance. Oui, on les voit bien. Alors qu'est-ce que c'est que la réalité? Ce n'est pas le réel, la réalité. C'est l'idée, c'est l'interprétation, c'est la perception que nous avons de ce qui se passe dans le monde extérieur. La réalité est un phénomène intérieur. Alors qu'est-ce que c'est? On va dire, et on va donc déboucher sur quelque chose très vite, puisqu'on va quitter très vite cette image du cerveau pour aller plus loin dans tout ce que nous allons développer, mais nous avons développé pratiquement les 2/3 de la conférence. Alors on va simplement approfondir les points qui sont les plus saillants. Alors d'abord, il y a une première chose, posez-vous la question, quelle distinction faites-vous entre l'imagination et l'imaginaire? Est-ce que vous le savez? Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? Tu veux bien? Entre l'imagination et l'imaginaire. Entre l'imagination et l'imaginaire? Oui. Écoute, moi, alors, moi, selon ce que j'ai étudié, en tout cas, l'imagination, elle est plus dans le conscient. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est une construction mentale consciente du cerveau. Voilà. Et l'imaginaire, alors? L'imaginaire, je pense que c'est plus lié à toutes nos croyances, à tous nos vécus qui ont créé nos croyances, en fait, Alors, nos expériences. Dans le terme imaginaire, Mm. on a quand même le recours à une certaine forme d'imagination. Je suis d'accord avec toi, oui. Et cette forme d'imagination est créatrice. Autrement dit, l'imaginaire, chers amis, est créateur. Et c'est avec l'imaginaire, mais en fait, c'est la capacité à imaginer en recourant à l'imagination créatrice et non pas l'imagination constructive. Le réel, il est dans l'imagination constructive. Alors que l'imaginaire, il est dans l'imagination créatrice, mais pour qu'il y ait réalité, il faut que la personne qui imagine croit que ce qu'elle imagine est vrai. Et ça, je peux vous dire que c'est pas du tout évident ce que je suis en train de vous sortir là. Imaginez que ce que nous imaginons est vrai.
Alors pourquoi? Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans les croyances. Est-ce que ça, Sophie, c'est une vraie bombe, ça? Oui, c'est une vraie bombe, Bernard Michel. C'est une vraie bombe. Mm. Pourquoi? Alors, quand je suis dans l'imaginaire, je suis en train d'imaginer et je crois que ce que j'imagine est vrai. Et si je crois, moi, personne, attention, c'est quelque chose de très personnel, la réalité, alors que le réel, il est collectif. C'est clair, cela, je crois. Et ici, quand vous imaginez et que vous croyez que ce que vous êtes en train d'imaginer est vrai, votre cerveau, qui n'a aucun pouvoir de distinction par lui-même, est-ce que c'est clair cela? Le Oui, cerveau n'a aucun pouvoir de distinction de ce qui est vrai, de ce qui est faux. C'est une remise en question de tout ce que vous entendez sur YouTube. Complètement. Un cerveau n'a aucun moyen de distinguer le vrai du faux. Donc, ce qui fait que vous avez des croyances qui vont vous amener vers le vrai, parce que vous croyez, vous, que ce que vous êtes en train de faire est vrai. Un jour, je disais à un homme politique qui est très connu, vous seriez surpris de son nom. C'est une personne qui a été président de la République et que j'ai rencontré en personne. Et il m'avait posé une question, pourquoi on peut être élu ou pas? Alors j'ai dit, mais vous savez, c'est une excellente question. Être élu, avoir le poste suprême, celui qui se voira dans le rôle du chef suprême de l'État. Puis ensuite, il va falloir une autre condition, car les deux finalistes dans une élection sont tous les deux qui se sont vus à la tête de l'État. Mais celui qui va être le vainqueur de l'élection, c'est celui qui va croire que ce qu'il voit de lui est vrai. Et votre cerveau, à ce moment-là, va enregistrer ce que vous êtes en train de penser comme étant vrai. Il va mettre tout en œuvre pour vous amener vers la réussite. Est-ce que c'est clair, ce que je viens de dire là? oui. Je regarde le chat. Alors, surtout si c'est pas clair. Bon, alors maintenant, eh bien, je crois que on va quitter ce cerveau, on le retrouvera, mais autrement. Alors voici, donc maintenant, eh bien, vous allez me retrouver en personne, En plein écran et en personne. en plein écran, en pleine lumière, Mais dans la réalité. on te voyait en petite vignette sur le slide. Eh ben, c'est déjà bien ça. Oui, oui. Donc j'ai fait en sorte de ne pas trop bâiller. Hein. Voilà. Alors, donc on a vu qu'on est arrivé à la notion de vrai et de faux. Alors cette notion de vrai et de faux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce que vous êtes conscient de tout ce qui a pu être dit? Il y en a eu beaucoup.
j'espère que vous avez bien noté. Et puis cette, comment dirais-je, hein, ce slide, je crois, il est très, très, très parlant. Alors maintenant, est-ce que nous pouvons créer notre réalité facilement? Alors, tout va dépendre. Si je perçois le réel et que je m'imagine, que j'interprète ce réel, que je recours à l'imaginaire, c'est-à-dire mon imagination créatrice, et que je crois que ce que je suis en train d'imaginer est vrai, vous avez entendu, je vous l'ai dit à 2 reprises, votre cerveau ne faisant pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, il va enregistrer en mémoire ce que vous avez cru qui était vrai. Ça, alors, qu'est-ce qu'on entend par une croyance fausse? Eh bien, vous avez des méthodes de développement personnel qui parlent des croyances et qui vont vous parler des croyances limitantes. On peut considérer qu'une croyance qui est fausse est une croyance limitante. Mais quels critères vais-je avoir pour dire cette personne a des fausses croyances ou des vraies croyances? Il n'y a que la personne elle-même qui sait si elle est dans une vraie croyance ou pas. Vous savez, je n'avais pas l'intention de m'étendre sur les croyances, mais j'ai une personne que j'accompagne, peut-être qu'il est là ce soir d'ailleurs, et cette personne est une personne très croyante, très pratiquante, personne chrétienne. Alors je lui ai dit une chose tout simplement, parce qu'il me dit, mais vous êtes croyant? Alors je lui ai dit d'abord, je ne suis pas là pour partager avec vous mes croyances. Je sais que vous êtes dans une croyance que je respecte, car toute croyance est respectable. Mais je lui dis, cher ami, imaginez un instant, vous êtes croyant parce que vous avez, dans votre plus petite enfance, on vous a transmis des valeurs et des croyances religieuses. Donc, vous savez, aujourd'hui, vous êtes bien sûr dans le vrai par rapport à vous, sans aucun doute. Je ne me permettrai pas, à aucun moment, de dire que ça n'a pas de valeur, bien sûr. Mais imaginez que moi, je n'ai pas eu la même enfance que la vôtre, que j'ai été dans une famille comment dirais-je, de laïcs, que tout ce qui était religieux était à bannir. Est-ce que vous croyez que je vais vous dire que j'ai la même croyance que vous? Alors, j'ai mes croyances, mais pas la même que la vôtre. Ainsi, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous pensez du livre des frères Bogdanov? Je dis, je vous vois venir. Dieu et la science. C'est toujours pareil. Vous allez convaincre avec la science que les gens qui sont déjà convaincus. Mais ceux qui n'ont jamais eu la moindre transmission de valeurs religieuses, ils peuvent lire le livre de fond en comble, ils n'en tireront absolument rien. Et ils n'auront pas la preuve que les frères Bogdanov ont voulu donner, que la science prouvait que Dieu existe. Et il y en a un autre qui va sortir un livre, je vais prouver par la science que Dieu n'existe pas. C'est ça, les notions de croyance. Alors, est-ce que nous pouvons créer, parce que nous créons est-ce que vous le savez ça, que nous créons notre réalité?
Est-ce que vous le savez, ça? Qu'il n'y a pas deux réalités semblables. Il y a votre réalité. Il y a votre conception du réel. Il y a votre perception du réel. Il y a votre interprétation du réel. Il y a le recours à votre imagination créatrice. Il y a le recours à vos croyances, à votre croyance, que vous croyez que cette réalité, elle est la seule, alors que c'est la vôtre. Elle est créée. La question, est-ce que nous pouvons créer notre réalité? La réponse, elle est oui. Vous créez votre réalité. Est-ce que nous pouvons créer notre réalité sans nous réfugier dans le déni du réel? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pouvez croire que vous pouvez créer votre réalité en vous protégeant dans un déni du réel? Alors, qu'est-ce que c'est que le déni du réel? Eh bien, prenons les personnes qui seraient dans une situation de santé difficile. Les personnes que nous côtoyons très fréquemment, qui sont en état de stress. Ces personnes-là, elles sont très souvent dans un déni de leur état. Et c'est un moyen, le déni. Alors qu'est-ce que c'est que le déni? C'est un moyen de se protéger. Quand le réel est vraiment trop difficile, et je peux vous garantir que beaucoup d'entre vous, probablement, ce soir, se rendent compte ô combien le discours est lucide, car nous ne sommes pas face à un réel facile. Le réel est souvent très difficile. Le réel est souvent, comment dirais-je, porteur de menaces, ce qu'on appelle les craintes et les appréhensions. Alors, qu'est-ce que c'est que le déni? Le déni, c'est un moyen que votre esprit inconscient, c'est pas moi qui utilise ce terme, c'est Jung. Il utilise très souvent, notamment à la fin de sa vie, il va d'ailleurs le conseiller à un grand psychologue américain qui s'appelle Richard Evans. J'aurais pu vous montrer le petit livre, qui a rencontré Jung. J'espère que vous êtes bien installés, parce que tous ceux qui ont cru que Jung, quand je l'ai rencontré en 1960, était vieillissant, tremblant, en dehors de la réalité de la vie. Oh là là! 2 mois avant sa mort, en mars 1961, il a reçu le titulaire de la chaire de la grande université de psychologie américaine de Houston. Elle est très connue mondialement. À sa tête, un certain Richard Evans. Et Richard Evans avait demandé audience, avait demandé de rencontrer le grand médecin de l'esprit. Il avait demandé ça plus d'1 an avant. Puis il a reçu une lettre lui donnant rendez-vous pour un entretien personnel avec le Dr Jung. Il n'en croyait pas. Il le raconte dans son petit livre. Il a écrit un petit livre broché juste après la rencontre avec Jung. Et je peux vous dire que Jung lui a accordé 4 entretiens
4 après-midi de suite. Et ce livre est une véritable merveille. Je ne sais pas si vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Ça s'appelle Entretien avec Carl Gustav Jung, Richard Evans, Petite bibliothèque Payot. Le livre a été édité 3 ans après la rencontre, en 1964. Il a été traduit en français en 1970. J'en ai un exemplaire. C'est une merveille. On a un Jung qui est à la fin de sa vie. Et quand Richard Evans lui pose une question, lui dit « Mes étudiants me posent souvent la question « Qu'est-ce que l'inconscient ?» Alors Jung dit « Je vous répondrai très simplement. Est inconscient ce qui n'est pas encore conscient. » Souvenez-vous de ça, car nous allons le retrouver à la fin de notre conférence. Qu'est-ce que Jung a voulu dire par là? Est inconscient ce qui n'est pas encore conscient. Comme il a dit à Evans, c'est ce que Richard Evans écrit dans son livre, il m'a dit, je pourrais vous dire ce que tout le monde peut vous dire, ce que vous dites à vos étudiants. Est inconscient ce qui n'est pas conscient. Richard Evans lui dit, bien sûr, ça coule de source. Oui, mais ajoutez un petit mot. Alors Jung adorait ajouter des petits mots comme ça. Il dit, imaginez que vous ajoutiez le mot, imaginez que vous ajoutiez le mot encore. Alors là, vous avez une magnifique description de ce qui est inconscient et qui va redevenir conscient. Est inconscient ce qui n'est pas encore conscient. Vous vous souviendrez tous de ça? Est inconscient ce qui n'est pas encore conscient. Et mon ami Karl, celui du livre La porte de l'intuition, Karl Otto Schmidt, le célèbre auteur de Du hasard n'existe pas, que vous pouvez vous procurer aux éditions Amazon, tous ceux qui se sont procurés ce petit ouvrage broché m'ont remercié tellement, c'est une merveille. Et Karl me raconte que, en rencontrant le grand Jung, il le rencontrait tous les mois, un après-midi par mois, depuis 1946 jusqu'à la date de son décès, et il m'a dit « J'ai fait rire Jung. » Ah bon, voyez. Un jour, je lui dis « On va parler de ça, les ressources intérieures pour affronter le réel difficile. Est-ce que tu penses, Sophie, que ça peut être le bon moment de le dire? » Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que les ressources intérieures? Alors, ils parlaient tous les deux des ressources intérieures. Et à un moment donné, Jung lui dit, oui, vous comme moi avons été inspirés par le grand Emerson, ce grand écrivain, mais surtout philosophe de l'esprit, Ralph Waldo Emerson. Vous pouvez regarder sur Internet, on trouve tout sur Internet, c'est comme à la Samaritaine, hein, ça. Le meilleur et le moins bon. Hein. Là, c'est du bon. Ralph Waldo Emerson. 1802, je crois, 1883, si ma mémoire est intacte. Et donc, le grand Emerson avait dit une chose à propos
à propos des ressources intérieures. Savez-vous que vous avez en vous, au-dedans de vous? Alors je vous le dis en vous en parlant ce soir comme si je vous faisais une confidence à chacun, à chacune d'entre vous. Vous avez en vous une puissance et une richesse inestimables. Vous avez toutes les ressources qu'il vous faut pour affronter le réel difficile. Est-ce que ça, Sophie, tu le savais? Oui, tu le savais. Moi, je le sais parce que je suis avec toi et que tu me suis. Mais quels sont ceux, là, qui vont communiquer avec nous et qui vont me dire « Oh, mais moi, je le savais aussi !» Mais non. Oh, ah si, si, tiens, oh, encore quelque chose de Jung. Décidément, Jung, il doit être présent ce soir. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il disait, Jung? Vous savez, mais vous ne savez pas que vous le savez. Alors, vous le savez, mais vous ne savez pas que vous le savez. Alors ça, c'est 9 personnes sur 10, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah bon, bien sûr. La personne sur 10 qui sait, c'est parce qu'elle a suivi ta méthode. Oui, il y a aussi la personne sur 10 qui sait, mais qui ne sait pas qu'elle le sait. Alors, bon, voilà. Donc alors, en effet, nous avons des ressources intérieures. Est-ce que vous savez ce que c'est que les ressources intérieures? Je ne crois pas. Est-ce que ça vaut la peine de développer ce sujet, Sophie? Je crois. Je pense que ça vaut la peine pour donner une idée Voilà. aux personnes. Alors, tout le monde va se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que les ressources intérieures? Où ça se trouve, ça, les ressources intérieures? Pas comme le nom l'indique. Elles sont à l'intérieur de vous. Mais c'est quoi l'intérieur de soi? Alors, il faut savoir que Emerson, qui a inspiré Jung, car s'il n'avait pas eu les textes fondateurs d'Emerson, Jung n'aurait jamais été celui que vous connaissez aujourd'hui. Moi, si je n'avais pas rencontré Jung, si je n'avais pas rencontré Carl Otto Schmitt, si je n'avais pas rencontré Napoléon Hill, je ne serais pas celui que je suis en face de vous aujourd'hui. Alors, ce que je pourrais être un scientifique, mais je serais froid, je serais en retraite. Alors, là-dessus, ce que je vais vous dire, c'est à propos nos deux compères, le grand Jung et Carl, sont tous les deux face à face. Et ils dissertent au sujet des ressources intérieures. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il dit, Emerson, à propos des ressources intérieures? C'est à propos de croire en soi. Je vais vous poser une question très indiscrète, mais heureusement, il n'y aura que vous qui le saurez. Est-ce que vous, comment dirais-je, est-ce que vous croyez en vous? Question difficile, hein? Alors, vous allez vous poser la question que moi je me suis posée. C'est quoi croire en soi? Alors là, vous pouvez faire le parcours du combattant, là. Là, je vous dis, toutes les vidéos sur YouTube n'y suffiront pas pour savoir qu'est-ce que veut dire croire en soi. Et voici ce que nous répond Emerson. Il nous dit, croire en soi, c'est avoir confiance en soi. Oh, 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 il s'est pas foulé la rate, hein, celui-là, hein. Mais ça veut dire quoi? Croire en soi, c'est avoir confiance en soi. Et c'est quoi avoir confiance en soi? Or ça, vous avez des livres entiers sur « Ayez confiance en vous, vous manquez de confiance en vous ». Voici ce que dit Emerson.
Et là, je vous demande de le retenir ce soir, parce que si vous avez une pépite à retenir, c'est celle-là, ce soir. Avoir confiance en soi, c'est croire. Encore, c'est croire. C'est croire d'abord. D'abord, chaque mot a une importance, mais très grande. Dans les textes d'Emerson, ils ne sont pas longs, ils ont 5 lignes. Et il vous dit, croire d'abord que nous avons en nous, au-dedans de nous, toutes les ressources nécessaires pour affronter le réel difficile de la vie. Voilà. Ainsi, vous pouvez vous lancer dans l'action malgré tous les doutes et tous les obstacles qui vont vous barrer le chemin du bonheur et du succès. Ralph Waldo Emerson, c'est 1850 et quelque chose. Voilà. Nous allons, ça veut dire quoi? Comment? Ah, et si on se référait à la, comment dirais-je, si on se référait à la petite citation de Jung, est inconscient ce qui n'est pas encore conscient. Est-ce que Jung ne nous parle pas? En effet, c'est ce qu'il disait à Richard Evans. Il parlait des ressources intérieures. Alors, où se trouvent les ressources intérieures? Vous allez vous dire, dans mon inconscient. Oui, mais si vous vous demandez, c'est où et c'est quoi l'inconscient? Et mon ami Karl, qui a été agrégé de philosophie avant d'être psychologue des profondeurs de l'âme, a dit à Jung, eh bien, parce que Jung disait, oui, mais il faut trouver une image, une représentation suffisamment puissante pour amener les gens à accepter qu'il puisse y avoir des ressources intérieures au-dedans de soi. Et alors il dit, bien écoutez, est-ce que vous connaissez un grand philosophe anglais qui s'appelait, euh, qui s'appelait, il s'appelait comment? Il s'appelait Francis. Et ce grand philosophe anglais, peu importe son nom, c'est surtout ce qu'il en a dit. En parlant de l'inconscient, il a dit, l'inconscient, c'est la cave de l'esprit. Jung dit, oh, c'est la plus belle image que l'on peut avoir de l'inconscient. Il s'appelle Francis Galton. Et Francis Galton avait donc dit que c'était la cave de l'esprit. Et c'est dans la cave de l'esprit que se trouvent toutes nos ressources. Elles y sont. Ici, maintenant. Elles y sont. Ce soir. Alors maintenant, Jung dit, on pourrait rajouter quelque chose. La cave de l'esprit inconscient. Alors je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Certaines d'entre vous connaissent ce que je vais vous montrer, car en effet,
où se trouve la cave de l'esprit. Si nous partons du conscient, nous avons ici, nous sommes au 100e étage de l'édifice de notre cerveau et de notre conscience. Toute la zone entre 100 et 70 est régie par l'esprit conscient. Là, on est complètement dans Jung. Nous sommes au premier niveau de votre intériorité. Si nous continuons notre descente grâce à un rythme très particulier qu'on appelle le flux de la respiration et le reflux de la respiration, un peu la vague. Voyez, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. En effet, à chaque fois, vous remontez et vous redescendez d'un cran. Vous remontez et vous descendez encore plus bas. Et vous descendez encore plus bas. Vous êtes au deuxième niveau de votre conscience. Au deuxième niveau de votre conscience, vous n'êtes plus vous n'êtes plus régi par le monde extérieur. Vous êtes maintenant dans un monde de transition, un monde de sensation. C'est le deuxième niveau de votre intériorité. Vous continuez votre descente. Vous allez de 50 et vous allez maintenant rejoindre le troisième niveau de votre conscience qui se trouve à 30. Alors là, vous êtes dans ce qu'on appelle le monde de la transformation. En effet, entre le monde conscient et le monde inconscient, vous avez un monde en interaction permanente entre le conscient et l'inconscient qu'on appelle l'esprit subconscient. Alors là, vous allez maintenant avoir la conscience va se tourner vers l'intérieur. Et quand la conscience se tourne vers l'intérieur, c'est exactement l'interprétation du terme inconscient. Ici, vous êtes au 4e niveau, vous êtes déjà entré dans le monde intérieur, et puis un monde qui est déjà régi par l'esprit inconscient. Et puis là, vous arrivez, vous êtes à 10, là vous êtes maintenant vous êtes entré dans le monde intérieur, et où se trouvent les ressources intérieures? Elles se trouvent, vous voyez la flèche ici, elles se trouvent au-dessous du violet. Ainsi, la méthode que je vous propose, si vous l'avez, de vous précipiter dessus pour la refaire, si vous avez bloqué, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens abandonnent trop vite aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Si on n'a pas un résultat immédiat, c'est terminé. Le 5, c'est la cave de l'esprit inconscient. Voilà. Alors, vous avez maintenant, vous êtes allé rechercher, vous êtes descendu de 100, vous êtes passé à 70, premier niveau d'intériorité, deuxième niveau d'intériorité 50, troisième niveau d'intériorité 30, quatrième niveau d'intériorité 10, et enfin la cave de l'esprit où se trouvent les ressources intérieures. Alors vous allez donc remonter, et vous allez faire remonter par le chemin inverse, vous allez faire remonter quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la cave de l'esprit inconscient? Il y a votre force intérieure. Et c'est votre force intérieure qui va remonter vers le monde conscient en emmenant avec elle toutes les ressources dont vous allez avoir besoin pour affronter le réel du quotidien. Ainsi, voilà,
vous venez de découvrir cela, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Il faut d'abord descendre, aller chercher les ressources intérieures, les faire remonter avec soi. Et quand vous avez fait remonter avec vous-même toutes vos ressources intérieures, eh bien, je peux vous garantir, j'ai encore vu une personne cet après-midi qui m'a dit, écoutez, c'est surprenant. Je me suis rendu compte, d'abord, en effet, j'ai pas été du tout conscient, j'ai suivi ce que vous avez montré qu'il fallait faire, je suis descendu grâce à la méthode 101, tout à fait, et à l'accompagnement personnel et individuel que je fais avec vous, tout à fait. Je suis descendu et je suis allé jusque dans la cave de mon esprit inconscient, tout à fait, et j'ai eu, alors, vous avez suivi ce qui a été dit, croire que j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour affronter le réel difficile de la vie, la pression du quotidien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose de surprenant. C'est que les personnes qui vont faire cet exercice, eh bien, vous ne pouvez pas le faire sans la méthode. Et le mieux, c'est bien sûr l'accompagnement personnel et individuel, parce il vous est personnel. Ainsi, quand vous faites remonter votre force intérieure, mais vous ressentez comme une force intérieure en vous. Vous la ressentez. Vous ne savez pas ce qui est en train de remonter. Votre force intérieure, elle remonte toutes vos ressources. Alors, les ressources, elles vont remonter pour la journée. Il faudra recommencer le lendemain et encore pour pouvoir mobiliser toutes les ressources. Alors, la seule chose que je puisse vous dire, est-ce que c'est clair, Sophie, ce que je Oui, dis là? c'est très très clair, oui. Alors, je vais vous dire une chose. Emerson nous dit, il faut, comment dirais-je, il parle de la providence. Alors, la providence, c'est pas Dieu. La providence, c'est la force de médiation entre la puissance intérieure et le monde extérieur. Et c'est, autrement dit, si on est croyant soi-même, religieusement, c'est la médiation. On pourrait appeler ça l'ange gardien, on peut appeler ça l'Esprit Saint, on peut appeler comme on veut, on s'en fiche. Quel que soit le nom qu'on lui donne, la providence, c'est un moyen pour pouvoir accéder à la réalité suprême, à la force infinie, à la puissance infinie, à l'intelligence infinie. On peut lui donner le nom que l'on veut. Alors, voilà, ça je tenais à vous dire cela. En effet, pour Emerson, la providence, c'est un moyen. C'est un moyen spirituel. Jung, quand devant sur le haut de sa porte, sculpté dans la pierre, il était écrit, vous pourriez, si vous allez à Küsnacht, voir la maison de Jung, elle se visite, vous pourriez lire que juste au-dessus de la porte d'entrée,
Il y a marqué appelé ou non appelé, la Providence répond toujours. Alors, j'ai eu cette idée-là en travaillant avec les grands esprits que j'ai rencontrés dans ma vie. J'ai eu cette idée pour moi. Et si j'appelais, comme le dit Jung, la Providence, alors je me dirais, en remontant, et c'est ce que je fais chaque jour, en remontant cette force intérieure qui apporte les ressources nécessaires. Mon cerveau va donc aller puiser dans ces ressources intérieures. Alors, comme je ne sais pas ce que c'est, eh bien, je vais me les représenter. Jung dit, quand on ne sait pas quelque chose, quand on ne connaît pas quelque chose de la vie spirituelle, il faut se dire, par quoi je me le représenterai? Eh bien, merci Emerson. Voici ce que je dis, et je vous l'offre ce soir. C'est comme cela que vous allez mobiliser toutes vos ressources intérieures. Providence, ma force intérieure est en moi. Et alors, si on se met en relation étroite et intime avec ce qu'on est en train de dire, de se dire intérieurement, alors la providence, ma force intérieure, c'est ça pour moi, la providence, est en moi. Je crois, attention, et personne nous dit, il faut toujours croire en ce qu'on est en train de faire. Alors, je crois et j'espère en ma force intérieure. Elle est beaucoup plus proche de moi que l'est la providence. Je continue. La providence, ma force intérieure, est avec moi. Elle est continuellement avec moi. Elle est présente en moi. On a l'impression, pour les chrétiens, c'est l'ange gardien. Pour les spiritualistes, c'est le guide intérieur. Ainsi, la providence, ma force intérieure, m'aide, je crois et j'espère en ma force intérieure. C'est elle qui va nous permettre de faire face à toutes les difficultés de notre existence. Ma force intérieure m'inspire, m'éclaire et me guide. Je crois et j'espère en ma force intérieure. Et puis, je ne sais pas moi du tout ce que va être ma journée quand je commence ma séance. J'en sais rien du tout. Mais Jung dit si, vous savez, mais vous ne savez pas que vous le savez. Alors fort de ça, on peut rajouter ma force intérieure, c'est plus et mieux que moi. Ou que je crois savoir ce qui est le meilleur et le mieux pour moi, pour une vie au quotidien plus épanouie, plus belle et plus facile. Je vous remercie de votre accueil ce soir. Merci beaucoup Bernard pour cette conférence. Tu as Jean-Philippe qui te remercie, qui te dit bravo pour cette conférence. Je te donnerai les autres commentaires un peu plus tard de Jean-Philippe, mais il a dû quitter la conférence là, mais voilà. Pour ceux qui ont été, j'espère que c'est le plus grand nombre ce soir. On est toujours dans un plus grand nombre ou un plus petit nombre. Hein.
si vous avez été en résonance, parce que votre cerveau fonctionne par résonance. Alors, qu'est-ce que c'est que la résonance? Tous ceux qui ont été en résonance, c'est-à-dire ça résonne en moi. Ce qui m'a raconté là, à propos des ressources intérieures, wow, ça a résonné en moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne le savez pas, mais votre cerveau vient de l'enregistrer. Et ça va devenir une ressource intérieure. Alors, en réalité, bon, donc tous ceux qui ont été en résonance avec surtout la dernière partie, les ressources intérieures, d'aller les rechercher, de les faire remonter jusque dans le monde conscient pour les utiliser. J'ai une personne qui m'a dit cet après-midi, depuis que je fais remonter, au début, elle m'a dit j'étais non pas sceptique, parce que je ne le suis pas, mais je me suis procuré votre méthode, oui, et je l'applique. Oui. Je suis descendu ce matin, après mon réveil, j'ai fait d'abord les exercices préliminaires que vous indiquez, ouais, c'est indispensable, pour remettre en bon fonctionnement le cerveau qui a dysfonctionné la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il travaille la nuit. La nuit, il y a des pensées inutiles, des pensées répétitives, des pensées intrusives, il y a des souvenirs, il y a un vécu émotionnel difficile qui peut remonter à la surface de la conscience. Et le cerveau se met à dysfonctionner parce qu'il est en surpression. Un petit peu comme lorsque vous êtes dans une situation de réel difficile, votre cerveau monte en pression et il se met à dysfonctionner. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que voilà ce que m'a dit cette personne. Au début, moi, je faisais parce qu'il fallait le faire, je faisais mes exercices, je suis sérieuse, je suis attentive, etc. Et puis j'ai laissé remonter ma force intérieure. Quand j'ai utilisé la petite formule que vous m'avez transmise à propos de la providence et de ma force intérieure, ah, je dirais magnifique, hein. Mais elle ne peut pas, si j'utilise comme ça, en mode conscient, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait la descente en profondeur dans les niveaux de conscience pour faire remonter à la conscience ce qui n'est pas encore conscient, nous dit Jung. Alors, elle me dit, c'était cet après-midi, elle me dit, vous savez, eh ben, ma vie est complètement changée, transformée. Je ressens comme une force en moi. Et alors, figurez-vous que je me suis aperçu, et mon mari également, qu'il y avait une vraie transformation en moi, que je ne me mettais plus jamais en colère alors que j'étais très coléreuse de nature. Je gardais mon calme, je prenais du temps alors que j'étais d'une nature extrêmement impatiente, et je lui ai dit, et puis elle me dit c'est pas tout, je me sentais bien, je me sentais forte, et je me sentais avoir beaucoup plus de confiance en moi qu'auparavant. Mais je lui dis, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir dit ce que vous m'avez dit, parce que je vais le dire ce soir, elle me dit, je ne peux pas participer à votre conférence, je me suis inscrite, mais je reviens d'un voyage, je reviens de Cuba, donc, ah bah oui, en effet, et je suis très fatigué, mais je peux vous dire, merci pour la méthode, merci pour cette remontée de mes ressources intérieures, parce que maintenant, je sais, mais je lui dis, mais vous savez, et je vous dirai ça pour terminer, le grand Saint Augustin
un grand théologien. On pourrait dans le fond paraphraser facilement. Il disait à propos du temps, si personne ne me demande ce qu'est le temps, je sais ce qu'est le temps. Mais si vous me demandez de vous expliquer ce qu'est le temps, je ne sais plus rien du tout de ce qu'est le temps. Et si vous me forcez dans mes retranchements, non seulement je ne sais plus rien, mais le doute m'envahit. Alors, voyez-vous, ce soir, c'est la même chose. Vous savez que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires. Mais si vous commencez à vous dire, mais de quelles ressources s'agit-il? Pouf! Vous repartez dans le conscient. Oui, et c'est pour ça qu'il faut pratiquer. D'où tu as un atelier pour mettre... Il faut descendre dans les niveaux de conscience, il faut, comment dire, gagner chaque niveau à la fois d'intériorité et de conscience. Voilà. Et ce que tu proposes, l'atelier que tu proposes la semaine prochaine. Oui, l'atelier, voilà. Pour les personnes qui vont s'inscrire à l'atelier, je vais leur montrer comment Jung proposait de faire remonter les ressources intérieures. C'est Karl Otto Schmidt qui m'a transmis cela. Et je peux vous dire que c'est un atelier magnifique. Il n'y aura pas d'équivalent. Vous allez avoir, bien sûr, la méthode, mais la méthode, elle descend. Et ensuite, vous faites remonter les ressources. Mais dans l'atelier, je vous ferai découvrir ce qu'est la cave de l'esprit inconscient. Et je vous ferai partir avec une autre méthode, d'autres techniques totalement inédites. Je vous ferai remonter vos ressources intérieures. C'est ce qu'a fait la personne de cet après-midi. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que entre la méthode BMB 2.0, elle est essentielle pour ressentir, pour descendre, pour remonter. L'atelier avec Bernard est en plus parce que il va vous guider dans la façon de faire. Et à ce moment-là, la possibilité d'utiliser chez vous votre méthode en ligne. Voilà, tout à fait. Donc, je vous ai mis l'offre dans le chat. Allez-y. On vous accueille la semaine prochaine pour cet atelier. Voilà, je vais peut-être passer aux questions-réponses si tu veux. Oui, vas-y, oui. Ok.